Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée, la culture comics par leur travail. Aujourd'hui, un numéro pour revenir sur le retour de Métal Hurlant qui sort aux Humanoïdes Associés, son 3e numéro. Et à l'occasion de cette sortie, on a le plaisir de recevoir dans le podcast son rédacteur en chef, Jerry Frisson. Bonjour Jerry. Bonjour. Bah déjà, je suis content que tu sois venu et que tu aies accepté de prendre un peu de ton temps pour venir nous parler de ça, puisque bah tu vis aux États-Unis, je crois. Oui, je vis à Los Angeles. C'est ça. Donc bah t'as fait le déplacement juste pour le podcast et franchement spécialement pour le podcast. Ouais. ça nous touche beaucoup. Alors j'ai envie de te poser une première question, parce que c'est la première fois que tu viens sur le podcast et les gens ne connaissent peut-être pas ton nom parmi celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Me présenter. Ouais. Ouais, donc j'ai 57 ans, je vis aux États-Unis depuis 22 ans, qui est au moment où j'ai commencé à travailler pour les Humanos. J'ai commencé comme directeur artistique, ce que je suis toujours d'ailleurs. Du coup, j'ai aussi écrit pas mal de bandes dessinées, principalement pour les Humanos. Et depuis quelques mois, je suis rédacteur en chef de Métal Hurlant. Alors, est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton rapport à cette revue, qui quand même est née donc dans les années 70 et que j'imagine que tu as peut-être lu à l'époque Mon rapport est particulier dans le sens où, quand j'étais enfant, j'avais une scolarité particulièrement difficile. Même chose, une jeunesse difficile en général. Et on me considérait, que ce soit à l'école ou dans ma famille, ou même des médecins, comme un idiot, un bon à rien. Et on avait décidé de me mettre au travail quand j'avais 14 ans. Et j'avais admis l'idée d'être un idiot, mais pas du tout d'avoir à travailler à partir de 14 ans. Donc je m'étais dit que j'allais devenir criminel. Et donc je m'entraînais en volant tout ce que je pouvais voler. Et je volais pas mal de trucs de cul parce que j'arrivais à les revendre assez facilement. Donc ça, c'est une vraie histoire. Oui, c'est la vérité. Et au milieu des trucs de cul, il y avait un numéro de Métal Hurlant, le numéro 13, parce qu'à l'époque, c'était encore interdit aux jeunes. Donc on les rangeait avec les trucs de cul, quoi, au milieu des Lui, Playboy, etc. Et donc ça m'a beaucoup plu. Je voulais utiliser le mot excité, mais en fait c'est peut-être pas le bon mot. Je sais pas pourquoi, parce que franchement je comprenais rien, mais je voyais que c'était différent de ce que j'avais l'habitude de lire, c'est-à-dire Spirou, Tintin. Et donc j'ai continué à me procurer Métal Hurlant chaque fois que c'était possible, les plus vieux numéros ou les nouveaux quand ça sortait. Et tout d'un coup je me suis dit en fait je vais faire de la BD. Et je veux pas dire que c'est ça qui m'a empêché d'être criminel, mais c'est ça qui m'a au moins donné une idée de futur. Et donc j'ai réussi à ne pas quitter l'école, etc. Et donc Métal Hurlant était super important pour moi de ce côté-là. Et en fait, beaucoup plus tard, quand je cherchais à partir aux États-Unis, un copain m'a dit les Humanos cherchent un graphic designer pour relancer Métal Hurlant. Donc je me suis dit ça, même si je crois pas au signe, je me suis dit c'est un signe. Et c'est ce qui m'a amené aux États-Unis. Donc j'ai travaillé sur la version de Métal qu'on a fait au début des années 2000. C'est là que j'ai commencé à écrire aussi, parce que mes premières BD sont parues dans Métal Hurlant. Et donc quand on m'a proposé de reprendre Métal Hurlant il y a quelques mois, d'abord j'ai refusé en disant que je pensais que c'était le pire truc que je pouvais faire de ma vie, parce qu'en général je préfère être dans l'ombre que faire des podcasts. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que c'était une erreur et que justement, comme Métal Hurlant avait été important pour moi, que c'était idiot de ne pas accepter. Donc j'ai accepté la proposition et voilà. Ok. Et au-delà de ton impact personnel, puisque maintenant on sait que Métal Hurlant t'a évité de faire de la prison, qu'est-ce que ça représente pour toi dans l'histoire de la bande dessinée en France? Vraiment, qu'est-ce que c'est son impact, son importance? En fait, je pense qu'on devrait maintenant, après tout ce temps, se rendre compte que oui, l'impact sur la bande dessinée était important, mais que s'il est si important, si on en parle encore, c'est parce que fondamentalement, c'était plus qu'un journal de BD. Pour moi, c'est un mouvement artistique. Et c'est un mouvement artistique protestataire, comme il y en a eu plein pendant le XXe siècle, que ce soit le surréalisme, le dada, le situationnisme, des choses comme ça.
Et il est typique des années 70, quand on le compare au punk, par exemple, qui est né en même temps. Pour moi, c'est le même genre de choses. Donc, un mouvement protestataire, un mouvement do-it-yourself, c'est-à-dire faire ce qu'on a envie de faire sans soucier des autres. Et c'est aussi un mouvement qui avait pas d'intellectuel, comme le punk, même si Dionnet a une culture absolument gigantesque, monstrueusement gigantesque. C'est pas un théoricien, donc c'était pas un André Breton ou quelque chose comme ça pour expliquer le travail. Et c'est peut-être ce qui fait que malheureusement Métal Hurlant est pas reconnu comme un mouvement artistique, ce qui est pourtant le cas du punk. Donc je pense que c'est beaucoup plus large que simplement de la BD. Quand je dis simplement de la BD, je dis pas ça pour minimiser la BD non plus, bien sûr. C'est-à-dire que toi, en travaillant aux humanoïdes, de toute façon, t'as pu sentir aussi que l'empreinte Métal Hurlant continuait de se diffuser année après année par rapport, même par rapport à tes propres travaux aussi après en tant qu'auteur, par rapport à tous les gens qui sont passés aux humanoïdes et que t'as pu voir passer. En fait, c'est marrant parce que même quand Métal Hurlant n'est pas publié, Métal Hurlant est toujours présent. C'est comme une entité qui hante les bureaux, les esprits. Il y a toujours l'idée que Métal Hurlant va revenir. C'est un truc que j'ai senti la première semaine où je travaillais là, et je le sens toujours maintenant, forcément, vu qu'on le publie. Mais entre la version du début des années 2000 et maintenant, il s'est passé 20 ans. Et Métal Hurlant était toujours là. C'est assez incroyable, en fait. Mais ça, c'était aussi une question que je me posais, parce que justement, il y avait une première tentative de poursuite de Métal Hurlant. C'était pas complètement un reboot, parce que ça avait repris la numérotation, je crois, de la précédente série, mais qui s'était arrêté finalement au bout de 3 ans. Et dans laquelle tu avais donc publié tes premières bandes dessinées. Oui. Alors pourquoi 20 ans après ressortir la marque, alors qu'il y avait le numéro celui qui était sorti en 2006 qui devait mettre un terme définitif à l'aventure, et finalement on voit que c'est pas du tout le cas. C'était pas un terme à l'aventure. Je me souviens d'avoir écrit l'édito en disant que c'était que partie remise. C'était peut-être pour ça que tu voulais pas revenir dessus ensuite aussi, peut-être. Peut-être. Mais je pense qu'il y a, même si maintenant, par exemple, dans 10 numéros, on arrêterait pour une raison ou une autre, je suis sûr qu'il reviendra 15 ans plus tard, etc. C'est une créature, c'est un monstre. C'est quelque chose que tu peux pas enterrer définitivement. Je pense pas. J'espère que non, en tout cas. D'ailleurs, est-ce qu'il serait temps de pratiquer un exorcisme, parce que tu parles aussi d'une créature et de quelque chose qui hante vos locaux, donc peut-être qu'il y a un petit problème surnaturel. Ouais, je suis pas très sûr qu'un exorciste y arriverait. Très bien. Alors, la forme aussi, enfin les temps ont changé aussi dans le mode de publication, dans la bande dessinée a considérablement évolué depuis, et je sais qu'il y avait pas mal, enfin pas forcément de critiques, mais des attentes quand vous avez annoncé le retour de Métal Hurlant l'année dernière, notamment sur ce qu'est l'esprit Métal Hurlant, donc cette forme d'esprit punk, ce je m'en foutisme, ce fait d'avoir des BD qui ont aussi des styles très très différents. Comment en 2021, 2022 en fait on essaye de récupérer peut-être cette atmosphère tout en voulant se démarquer, parce que j'imagine que l'envie c'est pas non plus de se complaire dans une vision passéiste de la bande dessinée, en tout cas pour les numéros 9, parce qu'il y a aussi les numéros vintage, on y reviendra après. Ouais. En fait, l'idée de l'esprit de Métal Hurlant, je trouve ça assez troublant, parce que tout le monde en parle, mais c'est super dur à expliquer exactement ce que c'était. J'essaye d'ailleurs d'écrire un article sur le sujet, et c'est vraiment pas facile. Et en fait, je pense qu'il y a eu un esprit, oui, certainement, mais je pense que la façon dont principalement Dionnet a conçu le magazine, je pense que c'est un peu insultant de dire qu'il y a eu un esprit. En fait, il y a eu des tas d'esprits, il y a des tas de périodes, etc. Et fondamentalement, je pense pas que quand ils faisaient le numéro 1, qu'ils avaient déjà conscience de ce qu'il y aurait dans le numéro 5. Oui, il y avait le rêve en se disant on publiera telle ou telle personne, ou on sera à telle page de telle ou telle histoire. Mais ça a toujours été une espèce de construction sans plan. Et c'est pour ça que je pense que de coller à l'esprit, ça me semble quelque chose de
d'impossible si on n'arrive pas à le définir. Maintenant, ma façon de voir les choses diffère de ce qui a pu se faire dans le premier numéro, parce que j'ai envie de coller un peu à la façon dont les humanos de l'époque trouvaient des auteurs, c'est-à-dire d'essayer de trouver des gens qui ont non seulement des choses à dire, mais qui ont une façon particulière de le dire. C'est-à-dire, ce que j'aimerais bien faire de Metal, c'est faire un peu l'anti-Netflix, dans un sens. J'ai rien contre Netflix, je suis client même. Mais quand ils s'installent dans tous les pays, ils produisent dans tous les pays. En fait, ils font exactement la même chose dans tous les pays. Il y a des petites spécificités de langue, de culture, etc. Mais c'est la même chose. Et le but, c'est que ce soit visible facilement par tout le monde dans tous les pays. Moi, je voudrais de faire de Metal quelque chose de beaucoup plus divers, c'est-à-dire aller chercher des gens qui sont pas encore influencés ou pas trop par la culture globale, et d'essayer d'amener ces gens au-dessus de la culture habituelle. Donc d'avoir une espèce de diversité de points de vue, d'aller chercher des gens qui n'ont pas encore publié ou qui publient dans d'autres pays dont on n'a pas entendu parler, etc. Enfin, pas des pays dont on n'a pas entendu parler, mais des auteurs dont on n'a pas entendu parler. Je crois pas qu'il y a des pays qu'on ne connaît pas, non. Mais justement, alors je voulais revenir sur la composition un petit peu après, mais pour parler de ton arrivée, en fait, donc au poste de rédacteur en chef de Metal Hurlant, il y a eu quand même un premier numéro. On sait que c'était Vincent Bernier qui s'en occupait, donc il y a eu des changements de direction. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'on avait aussi eu des échos visibles en public de certains couacs, en fait, à la fois Hugo Bienvenu qui avait annoncé son départ le jour de la sortie, donc bon, super effet d'annonce. Mais même publiquement, ça a été écrit que a priori les Humanos n'étaient pas forcément contents en fait de ce qui a été fait sur le premier numéro, malgré le succès qu'il y a eu au lancement. En fait, moi, j'ai pas participé du tout à la décision de rompre le contrat avec Bernier. Pour moi, ça me semblait évident que ça allait se passer, parce que il avait une façon de travailler qui était à l'opposé de celle des Humanos, donc je me disais que c'était juste une question de temps. Mais comme j'avais pas pour but de prendre le pouvoir, etc., je me suis pas trop soucié de quand ça allait se faire, ni du comment, etc. Donc ils se sont pas entendus. Pour les Humanos, c'était une erreur de casting. Ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont il a travaillé, et ils ont simplement parce que la formule c'était quand même le contrat. Parce qu'il y avait quand même une formule. Enfin, c'était aussi un assemblage donc d'histoires courtes avec des textes aussi en prose. Enfin, c'était quand même on va dire que ça ressemble en fait à ce que vous faites sur le troisième numéro quand même. Oui, c'est le même concept, mais après il y a le choix des auteurs et le choix des articles, la façon dont on parle. C'est la suite, évidemment. D'accord, mais donc c'est ça qui collait pas, c'était une forme de vision alors éditoriale alors qui collait pas avec. Ouais. Oui, et la façon de travailler, à mon avis. D'accord. Encore une fois, j'ai pas. Moi, on m'a dit voilà, c'est fini avec Vincent. Donc on vient te contacter, on te dit est-ce que tu veux reprendre la suite. Voilà. Et toi, tu dis non au début. J'ai dit c'est la pire chose que je pourrais faire. Ça m'a fait rire en fait. T'as cru que c'était une blague? Non, je pensais pas que c'était une blague, mais ça me faisait rire l'idée que je fasse quelque chose comme ça, parce que je suis pas spécialement sociable et je trouvais que c'était pas du tout ma place, et ça m'a pris quelque temps pour me dire en fait que t'allais le faire, que je devais le faire, et que c'était en fait ce que je devais faire de ma vie, en tout cas pour le moment. D'accord, alors du coup je comprends qu'on a dû peut-être il y a eu des moyens de pression, on a séquestré ta famille, je sais pas, pour que tu acceptes de dire, pour que tu dises oui. C'est un peu comme ça qu'on a réussi à t'avoir en podcast aussi, de toute façon. Je pense pas qu'on pensait que j'étais fondamental, on a pensé que je pouvais le faire, mais à partir du moment où j'avais dit non, ils se sont tournés vers d'autres personnes. Ouais, d'accord. Donc, il a mis le temps à revenir sur ma décision. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait changer alors? Je crois que c'est fondamentalement mon passé avec Metal Hurlant, donc ce que j'ai un peu résumé au début. Je pense que c'est ça où je me suis dit, en fait, je repensais à cette fois où j'ai découvert ce Metal Hurlant numéro 13 avec la couverture du Bilal, etc. Et je me suis dit, maintenant t'as l'occasion de poursuivre, de prendre les rênes de ce magazine.
c'est trop con de pas le faire, quoi. Ok. Et donc avant de faire ce numéro 3, il y a eu quand même le numéro 2 aussi de Metal qui est un numéro vintage, que vous appelez vintage, où là t'as dû beaucoup travailler avec Dionnet alors. En fait, de toute façon, j'allais m'occuper des vintage. Je m'occupais déjà des vintage pendant le numéro 1. Et en fait, là, on a travaillé avec Dionnet. Je l'ai interviewé en fait pendant 20 heures. Oui, ça tu le mets dans les... Pour qu'il me parle de... Enfin, on travaillait à 3, il y a Christophe Quillien et Claude Eken, pour qu'ils nous parlent de chaque... Pour en fait définir le contenu. C'est-à-dire un premier numéro qui montrerait les choses les plus fondamentales. Bon, on a dû couper pas mal de toute façon, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Et moi, en fait, comme je connais bien Métal Hurlant, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, moi, en tant que lecteur qui a tous les Métal Hurlant dans ses petits sacs plastiques, à peu près tous les bouquins des Humano. Et en fait, j'ai essayé d'interroger Dionnet sur son processus de travail. C'est extrêmement compliqué parce que il travaille à l'instinct. Mais il a quand même réussi à faire des choses que personne n'a réussi. Donc mon travail de rédacteur en chef sur ces numéros vintage et mon intérêt personnel, c'est de comprendre Métal Hurlant. T'essaies de rationaliser ce que lui a fait à l'instinct. J'essaye de comprendre comment il a fait pour réunir tous ces gens en même temps, au même endroit, et de les pousser à faire des choses aussi extrêmes et particulières. Parce qu'il y a même des auteurs qui sont des auteurs extrêmes, et il a réussi à ce qu'il fasse dans Métal Hurlant est encore plus bizarre, plus extrême que ce qu'ils font en général. Okay. Et moi, ça m'impressionne. Et ce qui est chouette aussi, c'est que tous les auteurs qui sont là-dedans, donc Druyet, Möbius, Bilal, Mézières, tous ces gens ont en fait toute leur carrière publiée en permanence. C'est très facile d'acheter tous les bouquins de Bilal, tous les bouquins de Druyet, tout est là. Je crois pas qu'il y a beaucoup d'inédits qui n'ont pas été republiés. Et en fait, on est habitué à ça, on est habitué à leur présence. Quand on lit un bouquin d'histoire courte de Bilal, on lit une histoire, c'est du Bilal, on tourne la page, c'est du Bilal, etc. Donc tout ça semble normal. Mais en fait, je pense qu'on a un peu oublié que tous ces gens étaient dans un magazine. Quand on tournait la page après avoir lu du Bilal, on tombait sur du Druyet, on tombait sur du Möbius, on tombait sur du Corben, etc. Et en fait, moi, ça me semble... même je le lisais à l'époque, j'en reviens pas qu'on ait réuni autant de talents, que ça a été aussi brillant, quoi. D'accord. Et alors pour le processus de sélection des histoires sur les numéros vintage, ça découle justement juste de tes choix personnels, de l'entretien de 20 heures que tu as fait avec Dionnet. Ça, comment tu te dis aussi, je dois publier des choses qui sont cultes, qui vont faire plaisir peut-être à ceux qui ont lu à l'époque et qui ont plus les numéros, mais tu dois aussi peut-être faire des choix pour attirer en fait ceux qui connaissent pas Métal Hurlant ou qui ont pas vécu avec, genre comme moi par exemple, tu vois. j'étais pas encore né quand ça sortait, mais voilà, tu vois, et essayer de leur dire regardez aussi, regardez ce qui se faisait à l'époque, presque comme un devoir de mémoire, on va dire, sur une période de la bande dessinée en France. Oui, il y a ça en fait. À 3, donc avec Christophe et Claude, on avait fait une liste une trentaine d'histoires. Il y a eu des petits changements après avoir parlé à Dionnet, pas sur les auteurs, mais plus choisir telle ou telle histoire plutôt qu'une autre. Et puis donc on a fait parler Dionnet là-dessus. Mais ce que je voulais aussi, c'est qu'il y ait un mélange de ces grands auteurs que tout le monde connaît, et rappeler qu'ils étaient pas seuls et qu'il y a d'autres auteurs qui sont un peu tombés dans l'oubli, comme Voss ou Macedo, et qui sont aussi fondamentales à Métal Hurlant que les autres. Mais après, c'est pas compliqué de faire une sélection quand il y a quand même des dizaines d'années de publication. C'est super compliqué, mais pour celui-là, on a essayé d'y aller de façon progressive dans le temps. Donc et encore, c'est pas tout à fait le cas, mais c'était la base de la réflexion. D'accord. Et puis vous allez continuer alors pour chaque numéro. Enfin, il y a 4 numéros par an de prévus. Oui.
et un numéro sur 2 est vintage. Voilà. Donc c'est le même processus en fait que tu vas appliquer alors à chaque fois. C'est tout à fait la même chose. Parce que à terme, mais après le risque, enfin, si ça durait pendant des années, ce sera pas d'avoir tout republié. Il y a un moment où on n'aura plus rien à publier pour les numéros vintage, anthologie, ça c'est sûr. Mais alors on publiera plus de créations. D'accord, ouais. Si dit, je sais pas, j'arrive pas à savoir combien de numéros on peut publier. C'est pas vraiment pas défini, quoi. Tu ressens pas un petit peu quel attrait a le public aujourd'hui pour la bande dessinée de science-fiction? Je suis pas sûr de comprendre la question, en fait. Est-ce que tu arrives à ressentir, par rapport, je sais pas, aux ventes des premiers numéros et du numéro vintage, est-ce que tu arrives à, même au retour que tu as eu, puisque tu parles aussi dans l'édito du 3, tu parles de certains retours que tu as eu, est-ce que tu arrives à jauger vraiment, en fait, l'appétence que peut avoir le public en France pour la BD de visiblement, vu le succès, il y a clairement une place pour Métal Hurlant, mais de là à ce que je sois capable déjà de l'analyser avec 2 numéros et le 3e qui sort aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup trop tôt que pour que j'ai une idée claire des raisons de ce succès. D'accord. Mais je suis ravi du succès, évidemment. Faudra revenir te séquestrer alors dans quelques mois, dans quelques années pour je vais revenir souvent. Alors, question sur Métal Hurlant, donc là, le 3, donc création, c'est que de la création là-dedans. Donc t'es rédacteur en chef, décris-moi un peu vraiment ton travail en fait d'un point de vue, enfin vraiment genre une journée type de travail, comment ça se passe en fait, vraiment quel est ton poste, quel est vraiment le job que t'as au sein de toute la rédaction. En fait, on a une réunion avec l'équipe éditoriale chaque semaine. Et durant cette réunion, on parle du contenu des différents numéros sur lesquels on travaille. Et on amène tous des auteurs, on s'en parle, etc. Enfin, on amène des suggestions d'auteurs. C'est pas pour ça qu'ils vont accepter ou qu'on va réussir à les convaincre. Et puis, en gros, mon travail consiste à contacter des gens et à leur parler. Et en fait, du fait que je suis plutôt loin géographiquement, ça me force à commencer très tôt, mais au moins ça me dégage l'après-midi où je peux travailler sans distraction. Ceci dit, la volonté, c'est de faire aussi un magazine international. C'est pas que des auteurs français ou européens. Et on essaye d'aller les chercher. Moi, j'ai trouvé pas mal de gens en fait sur Instagram qui sont jeunes, qui ont publié un peu. Ou qui se publient eux-mêmes, etc. Et en fait, c'est plein de trucs qui sont absolument incroyables. C'est une plateforme qui revient pas mal dans les discussions. De toute façon, ça sert un peu de portfolio maintenant aux artistes. Ouais. Et on en a déniché pas mal là-dessus, en fait. Et c'est une volonté qui était déjà présente, enfin qui était présente depuis le lancement, de vouloir faire à chaque fois une thématique, en fait, d'avoir donc là on parle de ces vacances sur Mars pour le numéro 3, donc c'est la planète rouge qui est vraiment au centre de tout. Toutes les histoires se passent quasiment sur Mars. Ça c'est aussi une volonté dès le départ de se dire il faut quand même coller à un cadre assez précis pour éviter de se retrouver avec un Métal Hurlant avec peut-être plein d'histoires fantastiques, mais qui partiraient dans tous les sens et voire dans trop de sens. C'est une volonté d'avoir un thème, mais c'est pas pour ça que tout le monde doit le suivre. Parce que j'ai pas envie non plus de dire, voilà, le thème du 5, c'est ceci, et de passer à côté de tas de gens qui ont fait rien à foutre de ce thème-là, mais qui auraient bien fait une histoire dans un autre genre. Donc, en fait, celui-ci, toutes les pages concernent le thème, c'est-à-dire Mars et les exoplanètes. Mais pour le suivant, ce sera un thème qui sera plus réduit à 2/3 du magazine, mais il y aura d'autres choses. Et tu peux nous dire ce que c'est le thème déjà ou pas? Oui, on va parler de réalité virtuelle, du métavers, etc. Ah, trop bien, les NFT. Super. Non. Non, pas les NFT. Tant mieux. Ne faites pas de NFT, en tout cas, pour en faire la promotion, s'il vous plaît. Tu disais justement, donc ton rôle, c'est d'aller proposer, d'aller démarcher les artistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, c'est des commandes que vous faites aux équipes créatives ou parfois eux-mêmes aussi peuvent venir, parce que j'imagine et ça, je sais que ça a été dit dans une conférence qui était aux Utopias, c'est qu'il y avait des demandes aussi. Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont envie de le faire, des gens dont j'ignorais l'existence. Donc pour moi, tout le monde peut me contacter avec plaisir. Je lis tout. C'est pas pour ça que j'accepte tout, mais je lis tout ça avec plaisir. Donc c'est que tu dois faire le tri alors entre la part de demande que tu reçois, enfin les dossiers qu'on t'envoie, et aussi tes propres envies, tes propres découvertes alors. Ouais.
Et mais toutes les réactions sont différentes. Il y a des gens qui sont absolument ravis qu'on les contacte. Même un gars qui s'est mis à pleurer de bonheur. J'ai jamais vu ça. Mais d'autres qui en ont absolument rien à foutre et que ça n'intéresse pas. C'est suivant l'individu. Et pour moi, c'est très bien. Et je force personne. Et je pense pas non plus que tout le monde doive accepter de travailler pour Metal. Non, mais après, ça dépend effectivement du ressenti que les gens peuvent avoir par rapport à ce qu'ils connaissaient la revue, est-ce qu'ils savent ce que c'est aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent faire partie d'une grande aventure commune, parce que l'idée, clairement, en tout cas, quand on le voit aussi, c'est de faire comme ce qu'avait fait Dion à l'époque, c'est de rassembler dans une même publication, un maximum d'auteurs et d'autrices différentes. Oui, ça, c'est le but. Ouais. Très bien. Justement, dans le choix dans le contenu là-dessus, ça commence quand même avec des choix assez marqués, puisqu'on a un artiste russe qui est présent, puis une artiste aussi ukrainienne, et il y a forcément des encart qui font état des événements, de la situation géopolitique à l'heure actuelle quand vous publiez le numéro. Donc là aussi, il y a quand même une volonté aussi politique ou d'envoyer un message aussi derrière. Je pourrais dire oui, mais c'est pas vrai, parce que les deux Ukrainiennes et le Russe, on avait signé avec eux avant le début de la guerre. Avant la guerre. Et depuis, le Russe a quitté la Russie parce qu'il est horrifié par ce que fait son pays. Mais il y avait pas de volonté politique. En fait, pour la petite histoire, lui voulait écrire un texte sur ce qu'il pensait de ce qui se passait dans son pays. Et puis il a changé d'avis quand il a entendu qu'il risquait 15 ans de prison pour s'opposer à son gouvernement, son dictateur. Donc maintenant qu'il est réfugié dans un autre pays, peut-être qu'il le fera la prochaine fois. Parce que je compte continuer à travailler avec ces gens parce que je les trouve absolument formidables. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que t'as des artistes français, européens, il y a un japonais, mais c'est même en fait ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est la diversité des styles aussi. Donc j'imagine que ça joue énorme, que tu prends ça aussi au compte, parce qu'il y a même cet artiste qui fait un ensemble de pages pleines en fait en forme de fresque, qui est vraiment à travailler. C'est hallucinant, ce qu'il a fait. Assez dingue. Donc c'est là aussi, c'est que tu fais attention à recruter en fonction un petit peu des origines pour avoir des expressions différentes, mais aussi en fonction des styles. Oui, bien sûr. Ah oui, je veux que ce soit divers de tout, de tous les côtés. Ça... Après, c'est pas forcément facile parce qu'on peut se retrouver avec plusieurs trucs qui se ressemblent quand on espère autre chose. Mais la volonté, c'est que ça part dans tous les sens, quoi. Et est-ce qu'en tant que rédacteur en chef, tu as un droit de regard sur les histoires? Enfin, tu diriges un petit peu, c'est-à-dire que si tu demandes à une équipe, je voudrais que vous fassiez l'histoire, ils te font une proposition. Et est-ce que tu as le droit, enfin, est-ce que toi tu joues le rôle d'éditeur en fait aussi en disant oui, bien sûr. Ouais, c'est mon travail. Ouais. Mais j'ai envie de ne pas trop être directif. Enfin, il y a des gens qui aiment bien qu'on leur dise fais ci, fais ça, mais d'autres, quand je vois qu'ils ont envie de garder leur liberté, je le laisse. On essaye de juger avant s'ils sont capables d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Et est-ce que le fait d'être aux États-Unis, ça t'a facilité les contacts avec certains Américains comme Mark Waid ou James Tocco? Mark Waid, je le connais bien, donc oui, ça facilite. Mais sinon, non, je crois pas que ça change quoi que ce soit. En fait, ce qui est marrant, c'est que ces auteurs connaissent Metal Hurlant. Je suis toujours surpris et qui connaissent la différence entre Metal Hurlant et Vu Metal et qui n'est pas le truc ah ouais, je lisais Vu Metal. Non, ils sont vraiment bien au courant de l'existence de Metal et de ce que c'était, quoi. Ça me surprend. Ouais. Mais c'est pas d'accord. Okay. Aussi, la thématique du voyage sur Mars, est-ce que tu penses que Mars fascine quelque part? C'est pour ça que vous avez choisi de parler de cette planète dans ce numéro-là, parce que à une époque où on parle quand même aussi de catastrophes climatiques et de l'effondrement qui nous attend, est-ce que moi j'ai toujours vu un peu les planètes, enfin les exoplanètes ou Mars en fait comme une forme d'échappatoire un peu vain, puisqu'en fait on n'arrive juste pas à régler les problèmes ici, mais du coup alors on s'imagine partir ailleurs. Mais pour tout casser.
y a pas de vision dans Métal Hurlant ou de vision de moi-même de ce que va devenir la race humaine si on va partir sur d'autres planètes, ou plutôt quand on partira sur d'autres planètes, ou qui. Moi, en fait, mon idée, c'était de parler de Mars et des exoplanètes de façon un peu décalée, et de pas faire un reportage sur le type de carburant qu'on va utiliser ou quel genre de construction on bâtira sur Mars, mais d'en fait d'imaginer de ce que vont faire les humains quand ils auront un jour de congé sur Mars, quand on va se distraire, quand on va faire une connerie, d'aller déjà au-delà de l'installation. Je pense que le truc réaliste, il y a plein de magazines qui en parlent de façon bien meilleure que ce que je pourrais faire ou ce qu'on pourrait faire, et que nous, notre rôle, c'était de le voir de façon décalée. Mais ça n'implique pas de vision politique, c'est plus une vision philosophique dans un sens. Non, ouais, pour laisser voguer les imaginaires. Alors. Oui, voilà, et moi je pense que enfin, je dois expliquer un truc à propos de moi-même. Je vis à Los Angeles et j'ai un truc qui me passionne, c'est le désert. Je passe tout le temps que je peux dans le désert. Bah, tu l'expliques dans l'essai que tu fais. Oui. Et ça, il y a un truc qui est assez fascinant dans le désert, c'est enfin, il y a plein de choses, mais il y a l'horizon. Et l'idée d'être, en fait, quand on regarde quelque part, où qu'on regarde, on a, je sais pas, 15% de terre et le reste, 95% de 85. Je me rends compte que je suis à 110%. 85% de ciel. Et en fait, ça me rappelle ce que c'est que d'être un humain. D'être, en fait, un petit machin microscopique dans l'univers, et je trouve ça assez excitant et passionnant. Et il y a le truc aussi de la peur de l'inconnu, parce que j'ai toujours peur dans le désert, mais j'aime bien avoir ce truc-là, peur de tomber en panne, par exemple, et de plus jamais revenir. Et je pense que c'est des trucs que les pionniers qui iront ailleurs dans l'espace, ils éprouveront encore de façon beaucoup plus fondamentale. D'accord. C'est marrant ce que tu parlais, tu as juste utilisé le terme rôle juste avant. Pour toi, le rôle de la bande dessinée, de la science-fiction aujourd'hui, c'est quoi? Ça, je sais pas ce que doit être le rôle, parce que j'aime bien l'idée d'apprendre plutôt que de donner des leçons. Donc je sais pas trop pourquoi je devrais savoir ce qu'est non, mais pour toi, le rôle. Il y en a plutôt que de parler de rôle, de savoir à quoi elle sert, à quoi elle peut servir, en fait. Moi, je pense que qu'est-ce qu'elle apporte? Moi, j'ai toujours vu la science-fiction comme un jeu et comme quelque chose qui me permettait de partir de ce que j'aimais pas, en fait, quand j'étais jeune, principalement. Par exemple, je suis jamais vraiment été un fan de Star Wars, mais quand j'ai vu le premier Star Wars quand j'avais 13 ans, je me suis identifié à Luke Skywalker comme je suis jamais identifié à personne dans ma vie. L'idée du pauvre mec sur sa planète perdue qui rêve d'espace, de partir, pour moi c'était exactement ce que j'imaginais pour mon futur. Comme je n'ai pas pu partir sur une planète, malheureusement, je suis quand même parti sur un autre continent. Et en fait, je pense, pour moi, la science-fiction, ça m'a donné ce besoin de recherche d'ailleurs, de voir d'autres trucs, de ne pas sans juger comme ça. Donc ça c'est mon truc principal, personnel, le rôle de la science-fiction. J'imagine que ça a amené plein de gens à réfléchir autrement et à envisager le futur. Rien d'autre à ajouter. Ah bah si, tu vas développer pendant 3 heures avec thèse, antithèse et synthèse. Ce qui est bien aussi, c'est, enfin, je sais pas si c'est bien ou pas, mais enfin, autant rédac chef sur le numéro que tu peux aussi y contribuer. Donc je parlais juste que tu fais un essai dedans en prose, mais tu participes aussi avec une bande dessinée. Ça te permet aussi d'être un peu récréatif alors pour toi, plutôt que de juste superviser et tout coordonner. Est-ce que c'est un peu une bulle de respiration pour toi Oui, mais dans un autre sens, je crois pas que je vais continuer à le faire. Je sais pas, je dis pas non.
Parce que justement, il y a une question de temps et que je m'étais dit, je fais Métal Hurlant, mais ça me permettra de continuer à écrire. En fait, j'ai pas écrit une ligne à part cette histoire courte depuis que je fais Métal Hurlant parce que j'ai vraiment pas le temps. Et de l'autre, il y a quand même un truc que je trouve un peu bizarre à l'idée de se publier soi-même. Donc, on pourrait dire, il en profite pour se publier, voilà. Voilà. Mais c'est pas trop de ce que pensent les autres, mais plutôt de ce que je pense de moi. J'ai pas envie de me mettre en avant. Mon travail de rédacteur en chef, c'est de mettre les autres en avant, en fait. Après, c'est vrai que c'était une récréation. Quand j'ai une idée, pourquoi pas la faire, voilà. Mais ouais, pas forcément continuer par la suite alors à faire ça. En fait, j'ose pas dire oui ou non parce que je sais pas. Après, ce sera retenu contre toi après, si jamais c'est pas ça. Il y a des histoires en fait qui viennent super facilement, d'autres qui mettent des mois à mûrir. Donc, dans le prochain, il y aura pas de. Enfin, dans le prochain de création, c'est-à-dire le numéro 5, il y aura pas d'histoire de moi, non. D'accord. Et c'est pas quelque chose qui va finir, qui risque de te manquer en fait. Ah si, ouais, si, horriblement. Donc j'espère que je vais trouver le moyen de gérer mon temps de façon différente pour dégager un peu de temps pour écrire. Parce qu'en termes de temporalité, là, ça se passe comment? Les numéros se préparent combien de temps à l'avance? En fait, il y a pas vraiment de règles parce que on suit un peu les disponibilités des auteurs. Ça arrive régulièrement que quelqu'un nous dit oui, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Donc on travaille déjà avec lui pour un numéro suivant, même un numéro encore après. D'accord. Mais maintenant, en même temps, on travaille sur le 4, 5 et 7. Pas encore sur le 6. Mais... C'est-à-dire que vous avez quand même presque un an d'avance. Ouais. Après, j'imagine que c'est aussi lié à la temporalité de la création de la bande dessinée, parce que faut bien que les auteurs se dégagent le temps et puis faire des planches, ça peut prendre. Oui, absolument. Il y a aussi. Ça doit être un casse-tête à gérer, non, les emplois du temps de chacun. Ah, c'est super compliqué. Ouais. Oui, moi, je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Hein. Je suis très naïf comme personne. Mais aussi, on se dit, il y a 4 numéros par an, c'est pas énorme, mais en fait, c'est 4 numéros de 300 pages. Ouais. Ça fait 1200, si je me trompe pas. Donc, en gros, ça fait, c'est un mensuel de 100 pages, quoi, comme Métal Hurlant à l'époque. Non, c'était quoi? Tu saurais nous dire pourquoi ça a été choisi, ce rythme-là? C'est vraiment pour avoir quand même plusieurs numéros par an, mais pas non plus être complètement à un rythme terrible. Parce que pourquoi pas avoir fait un mensuel de 100 pages, par exemple? On a pensé à plusieurs solutions et c'est celle-là qui a été jugée la plus efficace. Mais c'est vrai qu'on avait pensé aussi à tous les 2 mois de 200 pages, des choses comme ça. Qui sait, on va voir aussi comment vont les ventes pour voir si on peut en faire plus. C'est possible. D'accord. Et aussi parce que c'est quand même une forme un petit peu un peu hybride, enfin qui pourrait se rapprocher du MOOC en fait. Il y a pas mal d'autres, il y a quelques autres éditeurs qui font aussi des versions collector en fait de leur MOOC, et notamment qui passent par le cartonné en fait pour justement ceux qui veulent un exemplaire qui se garde plus dans le temps. C'est pas quelque chose auquel que vous pensez ou vous avez pensé? On va le faire pour un numéro bientôt. Ah, ok, ouais. Et sinon, oui, a priori, c'est un truc que j'aimerais bien généraliser. D'accord. Ouais. Moi, j'aime bien ça aussi. Ça permet d'avoir de conserver un petit peu mieux, quoi. Mais maintenant, pour le moment, on est tous comme n'importe quel éditeur de bouquins au monde. C'est la pénurie du papier, la guerre du papier. Et quand on commande quelque chose, on peut pas faire demi-tour, quoi. On peut pas changer la pagination, on peut pas changer le grammage du papier. Parce que là, vous avez plus le droit de marge de manœuvre, en fait. Non, on a une espèce de marge de manœuvre imposée. En nous disant, pour finir, on n'aura pas ce papier, on a celui-là. Sinon, il faut attendre 6 mois de plus. C'est grotesque comme situation. Mais parce que là, ça a eu un impact sur la production du numéro 2, du numéro 3. Ça n'a pas eu d'impact. Enfin, ça a un impact financier assez phénoménal. Ouais. Mais il n'y a pas ça change rien au sorties. À la sortie, d'accord. Donc, vous estimez que le prochain qui est attendu pour la rentrée, ce sera bon aussi alors? Oui. Il y aura pas de problème. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire, sans forcément spoiler, puisque bien entendu, ça va sortir dans 6 mois, sur le prochain créa. Tu nous as dit que ça parlait de réalité virtuelle. Quel genre de thématique, quel genre de choses on peut s'attendre pour ce prochain numéro? Est-ce que j'ai envie de raconter ça? Ouais. Non, parce que on n'est pas assez loin que
que j'ai déjà une version claire de ça à quoi il va ressembler. Mais si dit, on peut refaire ça dans un mois et demi. Si t'es de passage sur Paris, si tu es de passage par Zoom. Ou par Zoom, effectivement, ouais. C'est vrai. C'est vrai que les technologies existent aussi dans genre. S'il n'y avait pas Zoom, je sais pas ce que je ferais. Ouais, j'utiliserais Skype sans doute. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire aussi que du coup, c'est des numéros qui sont en. Est-ce que tu arrives à savoir à partir de combien de temps avant la publication un Métal Hurlant de Créa va vraiment avoir sa forme finale, on va dire? Non, c'est vraiment tout à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est extrêmement compliqué. Faire le chemin de fer du magazine, c'est incroyablement compliqué parce que on ne l'établit pas au début. C'est-à-dire, on dit pas, toi, on aimerait bien que tu travailles, tu peux faire 5 pages, toi, 6, etc. Parce qu'il y a même des auteurs qui disent je vais en faire 7 et qui nous en mettent 11. Et ça nous a forcé, en fait, à décaler certaines histoires pour le 7. Et j'ai pour le moment, à part travailler 1 an et demi à l'avance, je vois pas de solution à comment le remplir parfaitement, à savoir exactement à la page près ce qu'on y met, quoi. Ouais, parce que tu peux pas imposer à des artistes d'être forcément ultra carré, en fait. Même il y a les articles, il faut aussi, ajouter une page pour ci, pour ça, une seule page en plus. Et qu'est-ce que je fais? Je peux pas retirer une histoire d'une page, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment, c'est un casse-tête. C'est horrible. Enfin, c'est excitant, hein. Mais ouais, ce que j'allais dire en termes de gestion, c'est des jours de discussion, quoi. Parce qu'en termes de gestion de stress, ça va? Oui, ça y a pas de problème. Je suis pas stressé comme personne. Ok, très bien. Bah écoute, Jerry, je suis vraiment content d'avoir pu passer ces presque 3 quarts d'heure avec toi pour parler de ton travail sur Métal Hurlant et de ce 3e numéro. C'était avec plaisir, quand tu veux. Eh bah très bien, faut pas me le dire trop souvent ça, parce que souvent les gens reviennent après, hein, ils sont obligés de revenir, mais en tout cas je te remercie donc d'avoir répondu à nos questions. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, on espère que le podcast vous a plu. Donc le Métal Hurlant numéro 3 est disponible en kiosque et en librairie, puisque voilà, c'est un format hybride, donc il est disponible partout pour la somme de 19,95 €, si je ne m'abuse. Non, tu t'abuses pas. Voilà, je ne m'abuse jamais. Donc voilà, avec Virginie Augustin, Dumas Caro, Aimé de Jong, Frédéric Peters, mais aussi donc Mark Waid, James Tocco, Carla Pacheco aussi, pour celles et ceux qui connaissent ces auteurs et autrices qui travaillent dans l'industrie américaine. Et si vous avez apprécié ce Super Friends et nos émissions, on vous rappelle que le meilleur à faire, c'est de partager nos podcasts sur les réseaux sociaux, et simplement pour aider à faire découvrir à la fois l'émission, mais aussi les personnes qui viennent présenter leur travail dedans. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Salut Jerry. À bientôt. Et à la prochaine. Merci.